Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Enbridge? La question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une entreprise qui est dans le secteur des pipelines. Elle n'a pas que ça. Je pense que c'est le pipeline, généralement, c'est un midstream. On va le dire comme ça. Donc, c'est essentiellement le transport du gaz, du pétrole, mais également, je pense qu'elle a une partie énergie renouvelable, quelque chose comme ça. Donc, c'est une entreprise canadienne. Donc, ce que je vais prendre ici, elle est également cotée aux États-Unis. Donc, je vais prendre le Enbridge coté au Canada. En termes de chiffres, ça ne va pas changer. C'est peut-être qu'en termes de prix par action que ça va changer. Pourquoi? Parce que vous allez juste remarquer qu'il y a peut-être un nombre d'actions plus élevé ou bien moins élevé aux États-Unis ou au Canada, dépendamment de où est-ce qu'on va se situer, vous allez vous situer. Donc, c'est le genre d'entreprise que j'aime bien dans le secteur du transport. D'accord, rappelez-vous, on a fait une vidéo sur Magellan Midstream que j'aime bien, donc MMP. J'aimais bien cette compagnie-là. Donc, je pense que c'est celle qui était la plus attractive pour moi, niveau gestion également et niveau opportunité. D'accord. Également, il y avait une entreprise comme Énergie Transport ils sont très, très grands. Je pense que c'était ETP, Énergie Transport. Bref, je pense que c'est ET. Énergie Transport Midstream. D'accord, Énergie Transfert, d'accord, on aime bien ça. Et également, elle est très liée à EPD, d'accord, c'est la même entreprise en fait, sauf que je ne sais pas comment, c'est la structure de cette entreprise qui me dérange en fait. Donc, Énergie Product, Énergie Transport, c'est la même entreprise, ils sont très liés tous les deux, ok. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Enbridge ici aujourd'hui? Vous savez que d'habitude aussi, on va suivre un plan simple, le revenu, la croissance du revenu, le PER moyen, le free cash flow, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende si dividende il y a. Alors, ce que j'aimerais d'abord dire sur ce genre de compagnie ici, c'est que c'est celle qui résiste celle qui résiste mieux aux différentes variations du prix de la commodité. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, qu'importe le prix de la commodité, il va falloir transporter il va falloir transporter le pétrole ou bien le gaz ici. Donc, il faut payer des frais. Et généralement, ce sont des frais ici, ce sont des contrats à long terme qui ont tendance à augmenter dépendamment de l'inflation ou bien également dépendamment du prix de la commodité. Je ne pense pas qu'elle soit très sujet aux variations du prix de la commodité ici. Non seulement regardez ceci en termes de volume, ici vous allez peut-être remarquer, vous allez remarquer ici que voilà, pour elle ici ça dépend du volume. Donc, si le prix de la commodité est très bas, il y aura moins de volume. Mais voilà, vous avez pris des contrats ici. Maintenant, ça dépend de quel contrat. Est-ce que ce sont des contrats take-or-pay? Donc, c'est-à-dire que une fois que c'est signé, même si les volumes diminuent, si vous me payez le montant qui était indiqué, d'accord? Si vous avez signé pour 1 million de barils passés par jour sur mes pipelines, si aujourd'hui vous réduisez cela à 500 000, ça ne réduit pas en termes de contrat. C'est à vous de voir ça ici parce que moi, je vous facture toujours 1 million de barils de passage, même si vous envoyez seulement 500. D'accord? Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe généralement avec ce genre de compagnie ici. Donc, j'aime bien ce genre de compagnie ici dans le secteur des énergies ici, donc du pétrole. Donc, j'aime bien les midstream. Je favorise beaucoup les midstream. Donc, que ce soit les pipelines, que ce soit ceux qui entreposent. Également, il y a les midstream et downstream. Downstream, c'est essentiellement comment on appelle ça? Les stations-service. Downstream, c'est stations-service. Midstream, c'est le transport. Et upstream, c'est généralement l'extraction. OK? Les entreprises verticalement intégrées comme du Total ont tous les trois secteurs. D'accord? Les trois segments. Dans, upstream, midstream, downstream. Donc, c'est celles qu'on appelle les verticalement intégrées, celles qu'on appelle généralement les majors ici. Donc, vous allez voir les Exxon, les Shell, les Total Energy, d'accord? Ils sont verticalement intégrés parce qu'ils savent que si côté midstream, si côté downstream, ça ne se passe pas bien, ils vont pouvoir faire des économies côté midstream et ils vont pouvoir gagner de l'argent côté downstream. Donc, on va aller sur Enbridge directement. Ici, en termes de croissance, on a ici des revenus à peu près de 52 milliards 300, ok? Par rapport à ce que disent les analystes ici, qu'est-ce qu'on a présentement par rapport aux analystes? Alors, les analystes s'attendent à voir à peu près combien ici? On s'attend à peu près à voir aux alentours de, voilà, décembre, 52 millions 466. Actuellement, on a ici combien? 52 millions 300, donc on peut se dire 52 millions 500 par là. Le management s'attend à avoir à peu près combien cette année-ci? Le guidance ici, alors ça c'est juste en termes d'EBITDA, donc je n'ai pas le guidance en termes de revenus ici. Donc je prends ici le 52 milliards 400, c'est bien ça, 52 milliards 500. Je vais mettre 52 milliards 500 pour faire ça. De toute façon, il y a une certaine croissance ici, donc je ne vais pas être très très juste ici. De toute façon, je vais enlever la dette, d'accord? 52 milliards 500, 5,5. OK? On a notre revenu ici. Maintenant,
En termes de croissance du revenu ici, techniquement, je prendrais ça sans croissance du revenu, mais je vais quand même vous montrer ici qu'on a une certaine croissance ici, année après année. La croissance est due à quoi? Au niveau pipeline ou l'augmentation des volumes, etc. Donc, il faut regarder ici et également on peut avoir une croissance ici par acquisition. Sur les 10 dernières années, ici, vous voyez qu'on a une croissance à peu près de 7,42%. Sur les 5 dernières années, 5,46%. Sur les 3 dernières années, 2,18%. Donc la croissance est en diminué. N'oubliez pas que 2020 a été une année exceptionnelle. Pourquoi ces entreprises? Parce que les volumes ont drastiquement baissé, parce que le prix de la commodité avait diminué ici. Donc vous avez vu que le revenu a baissé, mais ça ne veut pas dire qu'on reste à peu près sur une tendance aux alentours de 5%. OK? Donc on va se dire ici 5%. D'accord? 5%. Mais je ne vais pas prendre ça en considération. De toutes les façons, j'ai envie de l'acheter sans prendre en considération une éventuelle croissance. En termes de free cash flow ici, et c'est là où on va s'arrêter quelques minutes. OK. Cette compagnie-ci, il faut faire très attention. Parce que les free cash flow ici prennent en considération la dépense en capital. Or, et la dépense en capital des pipelines, si vous avez regardé la vidéo sur EPD Energy Project, je pense bien, j'avais déjà expliqué cette situation-là. La dépense en capital ici, il y a deux types de dépenses en capital. Il y a la dépense en capital de croissance. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais c'est indispensable pour générer de la croissance. Donc, dépense en capital de croissance, c'est quand on veut peut-être construire, quand on veut peut-être, comment on dit ça, voilà, étirer le pipeline ici, donc construire un nouveau pipeline, d'accord, donc augmenter la taille, d'accord. Par exemple, si on avait un pipeline qui quitte, par exemple, de Montréal à New York, peut-être on va l'étendre on va l'étendre de New York à Miami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la dépense de croissance. Mais maintenant, le pipeline en lui-même, une fois qu'il est construit, la maintenance ne coûte presque rien du tout. OK? Une fois qu'il est construit, la maintenance ne coûte presque rien du tout. Donc, il faut essayer de déterminer quelle est la dépense de maintenance. Et c'est ça qui nous permet d'avoir les véritables free cash flow de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette compagnie-ci peut avoir des free cash flow à ces niveaux-ci qui sont plus bas que les net income. OK? Regardez les net income ici. Les net income ici auront tendance à être comme ça. D'accord? Quand on les met sur le même tableau, vous voyez que les net income sont plus élevés que les free cash flow. Les free cash flow ici, on a perdu de l'argent, mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu, ça veut dire qu'on a énormément dépensé en capital à ces niveaux-ci. OK? Donc, aujourd'hui, on gagne de l'argent en termes de free cash flow, mais ces free cash flow auront tendance à être plus élevés que les net income. Regardez ici, les analystes s'attendent à voir des free cash flow de combien en termes de moyenne. Donc, toujours faire attention à ça. En moyenne, on a 10% de marge nette. OK? 10% de marge nette. En moyenne, sur les dernières années, en tout cas d'ici, depuis à peu près 2019 par là, on a 10% de marge nette. En termes de free cash flow, on a moins que ça en date d'aujourd'hui. Mais à long terme, on s'attend à avoir à peu près des free cash flow de 15%. Parce que la dépense en capital va tendre à ralentir. La dépense en capital de croissance va tendre à ralentir. Parce que pour avoir de nouveaux pipelines aujourd'hui, c'est assez compliqué sur le plan environnemental. OK? Donc, une fois que c'est posé, c'est au moins sur la longue durée, du long terme. Et les États-Unis, comme le Canada, ont énormément de gaz. D'accord? Donc, on peut se dire ici que la dépense en capital aura tendance à diminuer. La dépense en capital de croissance aura tendance à diminuer, ce qui va faire augmenter les free cash flow. Donc, maintenant, moi, je me heurte à un dilemme. Est-ce que je dois prendre les marges de 10% comme on a présentement sur les dernières années ou des marges de 15% comme on pourrait avoir dans le futur? D'accord? Je vais ici faire une analyse avec les deux. Mais s'il vous plaît, je suis toujours pessimiste de nature. Donc, j'essaye toujours de me protéger. Donc, quand je prends les éléments quantitatifs ici, tant que ça reste quantitatif, je préfère prendre ce que j'ai déjà vu par le passé. Quand ça devient qualitatif ici, voilà. Qualitatif, ça veut dire qu'il faut lire les rapports financiers. Maintenant, pour avoir le management ici, ils pensent à quoi? Quelle est leur stratégie ici à court terme, moyen terme? Ils s'attendent à avoir à peu près des marges de combien? D'accord? Donc, si vous regardez bien en termes de moyenne, si vous tracez une moyenne sur Coifin, vous allez voir que la moyenne est de 6%. La moyenne sur les 10 dernières années, c'est 6%. Mais est-ce que je peux prendre du 6% en réalité tout en sachant que la dépense en capital sera de moins en moins élevée dans le futur? Point d'interrogation. Donc déjà, en prenant du 10%, je suis assez déjà optimiste. Donc, on va le garder entre 10 et 15%, d'accord? Donc, on continue sur le nombre d'actions. Est-ce qu'il tend à diminuer ou bien à augmenter? Donc ici, on va prendre ça, on regarde le nombre d'actions ici. On a un nombre d'actions qui augmente énormément. Ça ne veut pas dire ici que l'entreprise vous a dilué. Ça veut peut-être dire que l'entreprise a fait une acquisition et elle a dû financer cette acquisition-là avec à peu près de la dette. Ou bien est-ce qu'elle a fait c'est pas comment on appelle encore ça, c'est un split, c'est bien ça. Donc il faudrait aller voir ça ici parce que ça a drastiquement augmenté ici. Il me semble qu'on nous a dilué. Il me semble qu'on a dû diluer l'entreprise ici parce que, attendez, je vais voir ici au niveau de la dette ici parce que ça,
quand je vois le nombre d'actions ici qui augmente, ça me stresse énormément. Ah oui, je pense qu'on a été dilué ici. On a près de 44 milliards, on se retrouve ici à 67 milliards. Est-ce qu'on n'a pas pu faire une acquisition ici? Peut-être que ça n'apparaît pas à ce niveau, au niveau des acquisitions. On va juste regarder ça ici. Attendez, est-ce qu'on a fait une grosse acquisition? Oh là là, c'est un peu difficile. Il faudrait vraiment creuser au niveau des rapports financiers ici. Mais je n'aime pas déjà ce que je vois ici. Il faudrait demander pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté d'une année à l'autre aussi drastiquement. Est-ce qu'on s'est financé? Est-ce qu'on a émis de nouvelles actions pour pouvoir s'autofinancer? Est-ce qu'on a émis de nouvelles actions pour repayer la dette? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça ici? Ou bien est-ce qu'on a émis de nouvelles actions pour, par exemple, faire une dépense en capital énorme? Parce que vous voyez que les free cash flow ont été négatifs cette période-ci. Quand les free cash flow sont négatifs, l'entreprise ne gagne pas d'argent. Donc, elle doit se financer. Et elle se finance comment? En émettant de nouvelles actions et émettre de nouvelles actions bien en reprenant de la dette. Donc, déjà ici, c'est un gros bémol, ok? Je prends 2 milliards 2,03, mais déjà, vous savez que dans les rapports financiers, il faut aller voir les rapports financiers ici je pense ici de 2017, d'accord, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on a cette grosse variation-là? Alors, je prends ici 2 milliards, on a 2 milliards 30 millions, donc je prends ici 2 milliards 30 millions en termes de nombre d'actions, 2 milliards 30 millions. En termes de PER, généralement, ça va s'échanger à des PER de 20 fois les bénéfices. Ça, c'est entre 17 et 20 fois les bénéfices. Généralement, les pipelines s'échangent à des PER très élevés, d'accord? Parce que les revenus sont à peu près, c'est un peu comme c'est un peu comme un bien immobilier. Les revenus sont à peu près, voilà, sont à peu près stables. Les marges sont à peu près stables également. Ok, les contrats sont sur une longue durée de temps ici. Donc, on peut prendre des PER de 20. Vous pouvez également aller vérifier ça ici. Mais je ne peux pas aller au-delà de 20% ici, de 20 fois les bénéfices. Sauf s'il y a une énorme croissance ou etc. Donc, la dette nette. On a une dette nette ici de 77,48 millions. Ça, c'est la dette nette. Donc là, 77,48. Dette nette. Dividende, on va y revenir. Donc, je vois déjà ici qu'on a un yield de 6,76%, mais on va y revenir. OK. On a les éléments nécessaires pour essayer d'évaluer cette compagnie-ci. Je dis bien pour essayer d'évaluer la compagnie-ci. D'accord? Donc, on a à peu près des revenus de 52 milliards ici, même si on s'attend à avoir à peu près plus que ça dans le futur ici. Mais on va commencer avec ce qu'on a aujourd'hui. Et j'utilise ici le Enbridge qui est coté au Canada. OK? Donc, sur le TSX. Alors, montre-moi ce que tu as ici pour moi. On va aller calculer ça rapidement. Donc, je vais déjà vérifier ici si le niveau de dette net ici est à peu près ce qu'on a présentement. Ici, le niveau le nombre d'actions est à peu près la même chose qu'on a ici présentement. OK? Alors, on attend que ce monsieur-ci charge. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme information? Alors, on prend ici valeur d'entreprise sur le dividende. OK? Et boum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dette net 77 ici. Et là, on a combien? On a à peu près 5 milliards de différence. Le 5 milliards de différence peut avoir à peu près 2 dollars, peut avoir à peu près 3 dollars d'impact sur la valorisation de cette compagnie-ci. Il faut déjà prendre ça en considération. Alors, ok, je vais prendre ça ici, tout en sachant que la dette nette ici est peut-être un peu plus élevée de 5 milliards. Donc, si on prend 5 milliards, c'est à peu près 3 dollars maximum ici en supplément. Donc, ça ne va pas trop déranger ici notre évaluation. Donc, ici, je vais mettre 20 fois les bénéfices maximum. 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices. Donc, l'hypothèse avec un revenu de 52 milliards 500. 52 milliards 500 multiplié par 10% ici de marge bénéficiaire, ça donne combien? Ça donne ici 52 milliards 250. Ça donne ici 5 milliards 250. 5 milliards 250 millions. 20 fois les bénéfices moins la dette nette, valorisation ici à 16 dollars, plus à peu près le différentiel de 3 dollars ici, ça fait à peu près aux alentours de, maximum ici, valorisation aux alentours de 16, 19 dollars l'action, à 10 fois les bénéfices. OK? 15 fois les bénéfices, ça nous donne combien? 15 fois les bénéfices, j'ai juste à faire ici fois 1,5, vu que c'était 10% ici, fois 1,5, ici, ça nous rend ici 15%. Donc 7 milliards 875, si vous dites 7 ici divisé par ça, ça vous donne ça. Ça vous donne 52 milliards 500. Donc ça revient à la même chose. 7 milliards 875. 7 milliards 875. À 7 milliards 875, 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions sera aux alentours de, plus le différentiel de 2 ou 3 dollars, ici on sera aux alentours ici de 45 dollars l'action. Dollars canadiens, je précise. OK? Avec une valorisation de 15 fois à 15% de marge bénéficiaire. Maintenant, le dernier, ici, j'aurais pu prendre la croissance des bénéfices, etc. Mais je vais juste me limiter à ces deux-ci. Alors, qu'est-ce que je vais prendre entre les deux?
Alors, c'est un peu difficile au niveau de Enbridge. J'ai du mal à choisir entre ces deux valorisations-ci. Un, je suis tenté de prendre la valorisation à 10 fois avec 10% de marge de bénéficiaire. OK? Parce que voilà, on a déjà eu à l'avoir par le passé ici. Il y a de fortes chances qu'on l'ait dans le futur également. OK? Tout en mentionnant que je n'ai pas encore lu les rapports financiers ici. Donc, je me limite énormément aux chiffres. Donc, je ne peux pas dire que cette entreprise-ci à 16 dollars l'action vaut 16 dollars l'action. Elle a sans doute une valeur bien plus élevée que ça. Parce que les pipelines également ici ont une certaine valeur. OK? Si on prend ici le tangible book value, ici, on pourra avoir une certaine valeur ici par rapport à ces pipelines ici. D'accord? Une fois que c'est construit, ça a de la valeur. OK? Ici, la tangible book value, ici, en date d'aujourd'hui, c'est 8 dollars l'action, d'à peu près 9 dollars l'action. Donc, où est-ce que je me situe au niveau d'Enbridge? Ça va être compliqué. Le niveau d'endettement de cette entreprise ici me stresse énormément. Ça me stresse énormément le niveau d'endettement de cette compagnie-ci. Oui, en termes de dividendes ici, on pourrait avoir un dividende assez safe parce que si on prend à peu près, voilà, je pense que le marché, en date d'aujourd'hui, on rapporte à peu près 10% de marge bénéficiaire. Si c'est durable, tant mieux. Le problème ici, c'est la pérennité de ces marges-ci. OK? Parce qu'en moyenne, si je prends sur les 10 dernières années, c'est à peu près 5%. D'accord? Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 9%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 10%. Et les analystes s'attendent à peu près à avoir du 15% ici. Donc, j'ai été assez optimiste avec le 10 et le 15%. Donc, si je prends 10% ici, on sera une valorisation aux alentours de 19 dollars à l'action. D'accord? 19 dollars à l'action. N'oubliez pas qu'on a un différentiel de valeur ici. OK? On sera aux alentours de 19 dollars à l'action. Si je prends le 15% de marge bénéficiaire, on sera aux alentours des 42 dollars l'action. Enfin, 42, 45 dollars l'action. Donc, ça dépend vraiment des marges que je vais prendre ici. Et pour le moment, je suis vraiment partagé. Je suis vraiment partagé à prendre une... Voilà. Je serais plus tenté d'aller vers du 15% ici parce que je pense que c'est une entreprise qui peut avoir du 15% de marge ici, mais c'est vraiment difficile. Franchement, c'est vraiment difficile. Je ne peux pas prendre cette décision. Je ne peux pas me dire que... Voilà. Je vais couper court. Hein. C'est une entreprise qui pourrait valoir ces 45 dollars-là. D'accord? Juste pour la valeur de ces pipelines est bien plus élevée que ça. Une fois que ça a été construit, ça a de la valeur. D'accord? Donc, c'est peut-être la valeur peut-être au prix de construction également ici, généralement. Donc, vous allez voir ici que le niveau d'endettement est certes stressant, mais il faudrait aller voir ici pourquoi est-ce qu'on a augmenté la dette ici. Est-ce qu'on a lancé un programme? Est-ce qu'on a lancé un programme ici de croissance? Donc, est-ce qu'on a en train de construire de nouveaux pipelines présentement ici? Donc, auquel cas qui ne sont pas encore en fonction, qui pourraient grossir le revenu ici dans le futur, donc améliorer les marges également. Donc, il faut vraiment faire attention ici. Donc, je vous dirais, si vous avez du Enbridge en portefeuille, attention, ne stressez pas par rapport à l'analyse que je suis en train de faire présentement ici parce que je me limite aux chiffres. Maintenant, allez-y voir au niveau de la croissance ici. Le management s'attend à voir, vise des objectifs de combien en termes de marge? OK? En termes de croissance ici, les pipelines qu'on est en train de construire présentement, une fois que ça sera construit, combien est-ce que ça pourrait nous rapporter en termes de revenus? Et quelles sont les marges qu'on pourrait attendre à ce niveau-là? Au niveau de l'endettement ici, quelle est la stratégie du management? Est-ce qu'elle pense rembourser la dette présentement? Est-ce qu'elle pense plutôt distribuer le dividende? Voilà des questions que je me pose. Mais par rapport au dividende actuel, voilà, faites attention. Faites attention par rapport au dividende actuel. Je sais qu'il est versé ici, donc on va regarder le versement de dividende ici, année après année, il est à sans doute croissant, d'accord, par action. C'est bien, mais faites attention. Ça me met un peu mal à l'aise ce dividende-ci. OK? Si on a des marges de 15%, ça va. OK? Si on a des marges de 15%, plus de la croissance, sans rajouter un niveau de dette supplémentaire, ça pourrait aller. Mais s'il y a une variation au niveau de la dette également dans le futur, c'est un peu stressant. Donc je dirais que Enbridge ici sera au mieux correctement évalué. D'accord? Sinon, au pire, je dirais il va falloir attendre cette entreprise aux alentours des 20 dollars l'action. D'accord? Donc je préfère me protéger ici et me dire que le dividende ici, il est safe si on a des marges de 15%. Si on a vraiment des marges de 15%. Parce qu'avec les marges de 10% actuellement, le dividende ici, il est vite consommé. Hein. Le payout ratio ici est vite élevé ici. Donc, si on prend ici le payout ratio ici, on va se situer à combien? Payout ratio ici, on se situe à combien? On sera un payout ratio très, très élevé. Plus de 150 fois, 135 fois, 135% par là. Donc, faites attention. Moi, je dirais ici, c'est un peu... Cette entreprise-ci est à risque sur le plan quantitatif. Mais le plan quantitatif, c'est sans doute, c'est peut-être parce que l'entreprise est en train de faire de gros investissements ici. Donc, il faudrait aller voir ça ici. Donc, je suis vraiment partagé.
Je vais rester sur les lignes de côté ici. Ça sera difficile pour moi de me prononcer. Vous savez que ça m'arrive pas très souvent ici, mais également, il faudrait que je sois au courant des questions qu'il faudrait poser en supplément. Donc, vous, si vous êtes actionnaire d'Enbridge, allez-y, regardez, le management s'attend à peu près à avoir des marges de combien? D'accord? Au niveau de la dette, comment ils s'attendent à gérer cette dette-là à peu près à combien? Mais ne vous focalisez pas trop au niveau dividende parce qu'il peut être coupé très rapidement. Le niveau d'endettement ici est très élevé. Mais ce niveau d'endettement peut être soutenable si les revenus augmentent. Vous voyez ici que les analystes s'attendent à peu près à avoir des revenus qui vont augmenter dans le futur. OK? Ils s'attendent à peu près à avoir 60 milliards de revenus par là. 60 milliards de revenus à peu près avec 15% de marge bénéficiaire de free cash flow, ça doit à peu près 9 milliards par là. Par rapport au dividende qu'on verse ici aujourd'hui, c'est largement, on a à peu près une différentielle de 3 milliards ici qu'on pourrait utiliser pour payer la dette. Donc faites attention ici. OK? Peut-être que la rentabilité actuelle de l'entreprise n'est pas la véritable rentabilité future. Donc, voilà les questions qu'il faudrait vous poser. Donc, ça sera assez difficile pour moi de me protéger ici. Donc, j'espère que les éléments que je vous ai donnés tantôt ici vont pouvoir vous aider par rapport à Enbridge. Moi, personnellement, je vais rester sur les lignes de côté. Je me dis que attendons d'abord le 20 dollars ici pour à peu près prendre une décision d'investissement. OK? Mais j'aime les pipelines. J'aime ce segment d'activité ici et également ici sur cette compagnie ici pourrait être intéressante. Mais voilà, je préfère me protéger. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense que MMP, pour moi, pourrait avoir à peu près une meilleure opportunité d'investissement pour ceux qui aiment les pipelines, d'accord? Pour ceux qui aiment les midstream. Et le dividende également ici de 8,113%. Lui, il est assez safe par contre. OK? Donc, c'est une entreprise qui a toujours dégagé, qui fait la différence, qui, dans ses rapports financiers, fait la différence entre le free cash flow de maintenance et le free cash flow de croissance ici. D'accord? Donc, moi, j'irais plutôt vers ce genre d'entreprise aussi personnellement. D'accord, j'irai vers cette entreprise-ci. Vous pouvez également voir qu'en termes d'actions émises ici, est-ce qu'elle a émis énormément d'actions ces les années passées? Non. Elle a plutôt racheté ses actions. Donc, je pense que MMP est de meilleure qualité. C'est celle que je favorise dans tous ces secteurs-là. Dans ce segment d'activité-là, je préfère MMP à Enbridge. OK? Donc, si vous avez des doutes, allez-y creuser sur Magellan ici. Comparez les deux et posez-vous la question, mais comment est-ce que Magellan, lui, il arrive à avoir des marges assez stables ici, tout en gardant un revenu assez correct et racheter même ses actions en supplément? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé Enbridge à racheter à émettre énormément d'actions? Ça peut être synonyme de mauvaise gestion également. C'est-à-dire que rien n'exclut que cette entreprise-ci va couper son dividende dans le futur. OK? Donc, je reste assez prudent sur Enbridge. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.